La capsule 8, on rentre un peu plus dans les calculs. On va regarder, et on va garder quand même ça assez simple parce que ça peut représenter un cours universitaire qui s'étend sur toute une session. Et généralement, le transfert de chaleur, c'est des principes assez complexes à comprendre. Donc, pour nous, pour les besoins de la cause, on va vraiment garder ça le plus simple possible, mais quand même, vous allez voir que ça prend un peu de réflexion. Donc, les calculs, on va commencer par peut-être ce qui est le plus simple, la conduction. Donc, la conduction, à quoi ça peut ressembler? Bon, ici devant nous, on a trois exemples, trois matériaux différents, A, B et C. On commence par regarder le matériau jaune, le matériau C. Comment ça fonctionne la conduction? Ben en fait, vous voyez ça peut-être comme si le matériau est isolant ou est-ce qu'il conduit bien la chaleur. Donc, on va parler d'une propriété de chacun des matériaux qui est reliée à la variable K, ou plutôt la constante K, qui est en fait la conductivité thermique, qui s'exprime en watts par mètre Kelvin. Donc, selon le matériau, on va avoir des valeurs de conductivité. Vous voyez, l'argent, 406. Si on compare ça au cuivre, c'est encore meilleur que le cuivre. Donc, une connexion électrique en argent conduit beaucoup mieux l'électricité que le cuivre ou l'or ou même l'aluminium. Donc, c'est très bon pour faire des soudures à l'argent. C'est très bon en microélectronique. Ça conduit très bien l'électricité. Donc, ça conduit aussi très bien la chaleur. Souvent, les deux vont ensemble. Un matériau qui conduit bien l'électricité va généralement aussi bien conduire la chaleur. Et là, on va parler de résistance thermique. S'il vous plaît, n'utilisez pas le terme ohm. Ohm, c'est vraiment dans le domaine électrique. On va parler de résistance thermique sans lui donner un nom particulier. Et là, vous allez voir que plus on descend, la glace, comparativement à l'aluminium, c'est un isolant. Et l'eau, l'air, ces choses-là peuvent très bien, le bois aussi, ça peut être un très bon isolant. L'air, regardez comment l'air est isolant. Ça conduit pas l'électricité, c'est sûr, mais si on a, exemple, un thermos avec deux parois, et entre les deux parois, il y a de l'air, c'est très, très isolant. Donc, ça, c'est généralement des thermos là, de très bonne qualité. Et parlant de thermos, vous pouvez mettre un liquide très chaud dans un thermos ou très froid, puis à la surface extérieure du thermos, vous allez trouver une température qui est tout à fait normale, une température ambiante. Donc, une grande différence entre le liquide chaud et l'extérieur ou entre le liquide froid et l'extérieur. Pour ce qui est du matériau jaune, le matériau C, on ne sait pas trop c'est quoi, mais vous voyez, admettons là, du côté gauche, c'est l'intérieur du thermos, puis le côté droit, c'est l'extérieur du thermos. Vous voyez que mon liquide est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et plus mon matériau va être isolant, moins il va conduire la chaleur, plus cette différence de température-là va être élevée. On a un exemple avec le matériau vert ici à côté, le matériau B. Regardez les constantes K. 0.13 versus 0.50. Donc, 0.50, ça conduit la chaleur beaucoup plus facilement que 0.13. La conductivité est beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'on voit une moins grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Regardez ici, 58 versus 46, une différence de 12 degrés. Donc, ce matériau-là est beaucoup plus isolant. Mais il n'y a pas juste la constante qui va avoir un effet sur la capacité d'isoler ou conduire la chaleur. Il y a aussi l'épaisseur
de la couche de matériaux. Vous voyez ici, ce matériau-là est 2 fois plus épais que celui-là. Donc, on pourrait penser, en fait, si mon matériau vert et mon matériau jaune avaient eu une conductivité équivalente, hein, si j'avais eu 0,50 dans les deux cas, mon matériau C, vu qu'il est 2 fois plus épais, ou presque 2 fois plus épais, j'aurais eu un meilleur isolement, on pourrait dire, une moins bonne conductivité totale. J'aurais eu une plus grosse résistance thermique, si vous voulez, parce que ma couche d'isolant est plus épaisse. Mais vous voyez que 0,13, hein, c'est 3 fois plus que 0,50. Donc, c'est très, très, très isolant. Et malgré que ma couche soit plus mince, j'ai quand même un meilleur isolement. C'est plus difficile pour la chaleur de passer au travers. Donc, même si à l'intérieur, j'ai un liquide qui est à 58 Celsius, de l'autre côté de mon matériau, la température est seulement 46 Celsius. Et là, ici, vous voyez, hein, je peux même rajouter un troisième matériau. Et entre chacun des matériaux, vous voyez ici, j'ai une perte de température. Dans le fond, on appelle ça des résistances de contact. Vous le savez, en électricité aussi, si le contact n'est pas assez bon entre deux connecteurs, je vais avoir une résistance de contact. Entre les deux, l'électricité passe moins bien. Et si ça passe moins bien, pour la chaleur, je vais avoir une différence de température. Donc, ici, ma résistance de contact fait que j'ai une diminution. Hein. La chaleur n'est pas capable de garder la surface ici à la même température que l'autre surface. Hein. Si ça avait été, s'il n'y avait pas eu de résistance de contact, ici j'aurais eu 46 et à côté, sur le jaune, j'aurais eu 46 aussi. Mais à cause de la résistance de contact, ma température diminue ici. On voit la même chose ici. Là, il y a une petite erreur de proportion dans ce dessin-là. Vous voyez la constante de conductivité de mon matériau A est à peu près la moitié de mon matériau C. Les deux ont la même longueur. Et regardez ici, de 37 à 32, je diminue de 5 degrés Celsius. Et de 73 à 68, je diminue de 5 aussi. Donc, j'aurais plutôt dû avoir, avec 0,24, quelque chose comme 78. Hein, c'est probablement, tout simplement, une erreur de frappe dans le dessin. Donc, j'aurais pu mettre 78, ici 68, ça aurait été plus logique en fonction de ce que j'observe dans le matériau C, ici. Et à côté, comme je vous ai dit, vous avez des exemples de toutes sortes de matériaux pour la conductivité thermique. Mais comment on fait le calcul? C'est à la page suivante. Le calcul, hein, la puissance, parce que la chaleur qui passe à travers toutes ces couches-là, hein, c'est comme un flux de chaleur constant. Donc, j'aurais une température ici et une température là, et dépendamment de la différence de température totale et de la résistance thermique totale, j'ai une puissance, une chaleur qui est transférée en watts par seconde à travers mon matériau. On le voit ici, ma puissance qui est constante, j'ai une chaleur en fait pas en watts par seconde. La puissance est en watts, comme on dit depuis le début. Q, c'est de l'énergie. C'est de la chaleur, c'est de l'énergie, donc c'est des joules. Des joules par seconde, ça donne des watts. Donc cette chaleur-là, quand elle passe à travers mes matériaux, il y a moyen de calculer. Et tout ça fonctionne de la même façon que des résistances. Quand vous calculez des résistances, hein, vous passez là, de cette température-là ici à cette température-là, il y a une température de contact, etc. Bon, il y a plusieurs matériaux, comme ici, il y a plusieurs matériaux.
Comment je fais pour calculer la résistance totale de ça? Ben, on a une première résistance, une deuxième résistance, une troisième résistance. On peut même calculer les résistances de contact. Mais si, admettons, si j'ignore mes résistances de contact, ben, j'ai 3 résistances. Comment je fais pour calculer la résistance totale? C'est en série. Et si on regarde l'équation ici, ben, l'équation, vous avez la fameuse conductivité thermique. Vous avez la surface. Ça, c'est la surface. Imaginez la hauteur par la profondeur. Hein, plus la surface est grande, plus je peux laisser passer de la chaleur. Et L, ben, c'est l'épaisseur de ma couche. L, c'est l'épaisseur de ma couche. Alors, plus ma couche est épaisse, plus ça prend de puissance pour faire passer la chaleur à travers ma couche. Et bien sûr, plus la surface de ma couche est grande, ben j'ai plus de place pour laisser passer la chaleur, donc ça demande moins de puissance. Et là, regardez bien, on peut simplifier l'équation ici pour dire la variation de température d'un bout à l'autre, ben, divisé par la résistance thermique. Si on regarde la résistance thermique, c'est égal à L divisé par K et divisé par la surface. Donc, pour faire ce calcul-là, on va faire la somme en série. Donc, L de la première surface divisé par K de la première surface divisé par A de la première surface, plus, et là, on calcule, etc. Je vous mets pas l'équation ici. Je vais vous demander de l'écrire, de vous écrire une équation. Comment on écrirait l'équation de ces 3 couches-là ici pour calculer la résistance thermique totale? Ce qui nous permettrait ensuite, si on connaît la puissance, on pourrait, ou plutôt, si on connaît la variation de température totale, on sera en mesure de calculer c'est quoi la puissance qui est transférée à travers les 3 couches. Donc, je vous laisse trouver ça. On va faire des exercices en classe. Maintenant, si on passe à la convection, j'ai encore mes 3 couches ici, mais à la surface, à l'extérieur, imaginez mon thermos a 3 couches différentes pour l'isolement. Et ici, bien, qu'est-ce qui arrive? J'ai du vent ou de l'air qui est soufflé, ou tout simplement de l'air qui n'est pas soufflé, mais une convection naturelle. J'ai de l'air ambiant, qui va être chauffé à 32 degrés Celsius, donc l'air chaud va monter. Mais si vous prenez l'air ambiant dans toute la pièce où se trouve votre thermos, ben la température loin du thermos, c'est pour ça qu'on appelle ça la température à l'infini, mais la température loin du thermos est 20 degrés Celsius. Donc la température de l'air de ma pièce est à 20 Celsius, mais la surface de mon thermos ici est à 32 degrés Celsius. Et là, on veut savoir c'est quoi la chaleur qui va être transférée de mon thermos vers l'air ambiant de la pièce. Ben, c'est en fonction de cette équation-là ici. Et là, c'est pas la lettre K qu'on utilise, c'est la lettre H. La lettre H, qui est le coefficient de transfert de chaleur par convection, c'est en watts par mètre carré de degrés Kelvin. Et là, c'est important, la surface de contact de mon thermos qui est en contact avec l'air ambiant de la pièce. C'est pour ça qu'on va avoir la surface ici. Il n'y a pas d'épaisseur d'air, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de L apparaître. On a cette équation-là. Et on est capable de savoir, si on connaît la différence de température entre l'air ambiant et mon objet, si on connaît c'est quoi le coefficient de transfert de l'air, bien, on est en mesure de savoir c'est quoi la puissance de transfert de chaleur entre mon thermos et l'air. Et, bien sûr,
si vous avez ici plusieurs coefficients, valeurs de coefficients. Ça change beaucoup, hein. Dans le fond, on vous donne des étendues, un range de valeurs. Vous voyez que pour de l'air bien ordinaire, des gaz, hein, ça va généralement, H va se promener entre 3 et 20. Mais si l'air est forcé, hein, si on souffle de l'air, ça peut aller de 10 jusqu'à 200. Donc ici, vous avez probablement, H égale 10, vous avez probablement de l'air ambiant. Mais si j'avais un ventilateur, vous pouvez transférer la chaleur du thermos beaucoup plus rapidement à l'air ambiant. Et finalement, vous avez le rayonnement. Vous avez le rayonnement du soleil. Et là, il se passe toutes sortes de choses, hein. Vous pouvez avoir une source de chaleur à travers un objet qu'on observe avec un capteur. Ça peut être une caméra infrarouge qui va analyser qu'est-ce qui se passe ici à la surface. Et là, ce que je vais capter, ça va être une combinaison, généralement, mon soleil qui va se refléter. Si la surface est le moindrement réfléchissante, ben, il y a une partie de l'énergie qui va être transmise à mon capteur. Ma source de chaleur de l'autre côté, ben, il y a peut-être une portion de cette énergie-là qui va passer à travers ma cible et qui sera transmise. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la température de cet objet-là. La température résultant à cause du soleil peut-être, ou de la source de chaleur de l'autre côté, comme c'est peut-être la fenêtre d'un four. Il fait chaud dans le four, et ça, c'est la fenêtre du four. Bien, la fenêtre va avoir une température. C'est pour ça que on essaie de ne pas toucher à la vitre de la porte de notre four dans la cuisine, parce qu'elle va avoir une certaine température. Mais si j'observe la température de ma vitre, je vais quand même être en mesure d'établir la température de la vitre. Et comment je fais ça? Mais dans le fond, c'est en évaluant l'énergie qui a été émise et qui est captée par mon capteur ici. Dans le fond, l'énergie infrarouge. Et là, quand on mesure la température d'un objet noir, parfaitement noir, on appelle ça le corps noir, black body en anglais, ben, l'émissivité, vous voyez ici, epsilon, l'émissivité est égale à 1. Et si c'est autre chose qu'un objet noir parfait, mais là, dépendamment si c'est de l'aluminium, du plomb, de l'asphalte, de la brique, du béton, du verre, de la glace, etc., il faut corriger ça selon la nature du matériau qu'on est en train d'observer. C'est quand même assez complexe, le rayonnement. Vous avez la puissance qui est émise par radiation, la puissance, la radiation qui est émise par l'objet. Donc, cette puissance-là est égale à notre fameuse émissivité. Bon, on peut mettre un E ordinaire dans l'équation. Ici, ils ont mis epsilon. C'est pas grave, du moins qu'on sache de quoi on parle. Donc, selon le type d'objet, on vient voir ici, ça nous donne une valeur pour E, multiplié par une fameuse constante physique qui a été trouvée par Stephan et Boltzmann. On appelle bien sûr la constante Stephan-Boltzmann, qui a toujours la même valeur, hein, 5,67 fois 10 à la moins 8 watts, mètre à la moins 2, Kelvin à la moins 4. Assez complexe. Pourquoi tout ça? Ben ensuite, la surface, comme exemple, la surface de la vitre de notre four, on la calcule, on la met dans notre équation, et si on connaît la température de cette vitre-là, ben ça va, selon la température de la vitre, c'est ça qui va nous dire c'est quoi la puissance thermique qui est émise par radiation par notre vitre de four.
Bon, tout ça, ça peut sembler quand même assez complexe. Les capteurs, généralement, vont nous donner plutôt une valeur du flux thermique, hein, qui est en fait une quantité de chaleur en watts par, ou plutôt une puissance par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on peut ignorer, si on veut, la dimension de notre vitre, parce que notre capteur, lui, il va capter un flux de chaleur. Et si on lui dit c'est quoi l'objet, comme le verre ici, et c'est quoi la constante de Boltzmann, ben lui, s'il connaît le flux et la nature de la surface, il va être capable d'isoler la température et nous donner la température en Kelvin. En plus de ça, la caméra, elle, on peut lui dire, ben, donne-moi ça en Kelvin, ou donne-moi ça en Celsius, ou donne-moi ça en Fahrenheit. Il n'y a pas de problème. La caméra, elle, est capable de faire la conversion et vous donner la température de l'objet que vous êtes en train d'observer. Et là, comme vous voyez, on avait la surface ici. Si je divise par la surface partout, hein, ben, l'équation devient l'équation du flux de chaleur. On peut faire la même chose avec les autres. On peut diviser par la surface pour avoir le flux de chaleur. On peut faire la même chose partout et calculer un flux de chaleur plutôt qu'une puissance. Ça peut être pratique. Des fois, les calculs sont plus faciles comme ça. Les instruments sont calibrés de cette façon-là aussi. C'est quelque chose... je vous laisse faire les calculs pour trouver les autres équations. Hein, les autres équations ici aussi. Qu'est-ce que ça aurait de l'air si on utilisait le Q majuscule qui veut dire le flux de chaleur? Bien, tout ça, c'est théorique, c'est de la grosse théorie. Ça peut-être que ça ne fait pas tout à fait du sens avec vous en ce moment. C'est pas grave, on va faire des exercices en classe et c'est ça qui, finalement, à la longue, va nous permettre de voir comment on peut utiliser ces équations-là, ces concepts-là, pour résoudre des problèmes réels. Mais comme j'ai dit, on va faire ça en classe. C'est important ici de faire des exercices, se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer.